Alors, moi je vais vous présenter Vincent. Donc Vincent Bruni sera le modérateur, l'animateur de cette table ronde qui a travaillé avec ces 4 charmantes personnes. Donc Vincent est un ingénieur et docteur de l'UTC. Tout le monde connaît l'UTC? Oui, mais d'accord, pas besoin de préciser. Non, très bien. Aujourd'hui, Vincent est directeur de l'INSA de Rennes. Donc voilà, oui, bravo. Et il est vice-président, et ça c'est important, il est vice-président chargé de la transition socio-écologique de l'INSA. C'est pour vous dire à quel point pour l'INSA c'est important l'environnement et le climat. Bravo, ça c'est bien. Il a travaillé à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, il a travaillé à l'ANR, qui est l'Agence nationale de la recherche, et à l'Université de Paris Diderot. Aujourd'hui, pour terminer, depuis 2019, il est le directeur adjoint de l'Université de Paris-Créteil-Est. Voilà. Donc, c'était avant. Voilà, donc je vous laisse dans les bonnes mains et je vous souhaite un très bon séminaire. Il y a 50 minutes de présentation, de discussion et après 10 minutes. Donc vous avez ici le QR code que je vous commande de flasher, si vous pouvez. Là, on a fait des tests, tout fonctionne. Vous pourrez poser vos questions. Pour les Android anciens, Jean, pour les Android anciens, il faut utiliser Google quoi? Lens. Google Lens. Voilà, et ça marchera. Et vous pourrez poser vos questions, et comme je vous le disais, l'énorme avantage, vous pourrez voter sur les questions. Et Vincent, à ce moment-là, a une petite tablette et choisira les questions que vous avez préférées. Je vous souhaite une très bonne participation à la première table ronde. À tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes, vous m'entendez, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup d'assister à cette table ronde, donc qui sera sur le thème. Alors, est-ce que c'est affiché? Non, pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Parce qu'il faut que tu appuies là-dessus. Parce qu'il faut que j'appuie là-dessus, c'est à moi de tout faire, voilà. D'accord. Voilà. J'ai pas assez de mains. Bref, qui sera donc sur le thème, effectivement, comme Evelyne l'a annoncé, sur la contribution de l'ingénieur pour aider à relever les défis climatiques et environnementaux et créer un monde plus durable. Alors effectivement, comme ça a été souligné, c'est un point important pour le groupe INSA. Nous y travaillons beaucoup avec nos collègues des 7 INSA. Je vous précise également que cette table ronde s'appuie sur une enquête, normalement pour laquelle vous avez été sollicité, qui a été réalisée en amont de la table ronde. 120 alumni ont répondu. Elle a produit, il y a un document qui a été produit, qui est de très grande qualité et il vous sera diffusé, si j'ai bien compris, après le symposium. Et pour ce travail, qui était conséquent, si j'ai bien compris, je me dois de remercier Thomas Catlan, qui est un génie électrique et environnement 2010, qui a piloté les travaux et élaboré le document final avec la participation de Magali, de Renaud et de Gilles. Voilà. Remercions-les pour ce travail parce qu'il nous a beaucoup aidé pour la préparation de la table ronde. Alors la table ronde, c'est pas que moi, je suis là juste pour l'animer. Donc je vais laisser chaque intervenant se présenter quand même brièvement pour qu'on voit un peu qui parle et d'où les gens parlent. Donc je laisse la parole à Géraldine pour commencer. Bonjour à tous, donc Géraldine Mezzalira. Moi je suis ingénieure diplômée de l'ENSIP, d'une école sur Poitiers, en énergétique industrielle. J'ai travaillé au CSTB. J'ai commencé une thèse en domotique en 97. Je reconnais qu'il ne faut pas toujours être trop tôt sur certains sujets, donc j'ai changé. Je suis partie chez Michelin dans l'industrie, parce que qui dit industrie dit énergie. Et donc j'ai travaillé pendant 24 ans chez Michelin. J'ai eu 3 temps, j'ai travaillé dans l'ingénierie, dans tout ce qui était construction des bâtiments. J'ai travaillé en tant que chef de projet. J'ai travaillé comme manager des équipes construction bâtiment un petit peu partout dans le monde et j'ai rejoint le service du personnel parce que chez Michelin, on ne dit pas ressources humaines, chez Michelin, on dit service à la personne et ça a de l'importance. Et j'ai accompagné le changement dans l'accompagnement d'équipes et de managers dans une transition. Et puis suite à ça, je me suis dit, il faut que je regarde et que je m'ouvre. Et je suis partie dans une start-up, un entrepreneuriat du groupe Michelin, depuis 5 ans, où j'ai été responsable des opérations et directrice RSE. Pardon, Samuel. Bonjour à tous, Samuel Rocher, j'ai 46 ans, j'ai 2 enfants, je suis ingénieur ECAM, je sais. Je suis également diplômé de l'INSEAD et coach systémicien.
J'ai passé 20 ans dans l'industrie pétrolière et gazière, dans un groupe qui s'appelle Technip, dans tous les pays sympas où on peut trouver du pétrole et du gaz, avant de travailler au siège. Et j'ai dirigé une des filiales du groupe pendant 8 ans, dont j'ai entre autres développé la feuille de route de décarbonation et implémenté, notamment après avoir participé à un collectif qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat. Aujourd'hui, j'ai 3 casquettes. Je suis directeur général et cofondateur d'un cabinet qui s'appelle Refound. On accompagne les entreprises dans leur transition écologique et sociale. Je suis administrateur de TI pour le compte de la BPI et je suis coach. J'accompagne des entreprises, des dirigeants dans leur transformation. Magali. Donc, rebonjour tout le monde. Alors moi, je suis d'ici, donc INSA GMC 89. Merci. Donc les GMC, les vrais, hein, désolé pour les autres, mais quand même, il y a quand même une hiérarchie, hein, même à l'INSA. Voilà. Et donc, je suis partie tout de suite après mon diplôme sur plateforme pétrolière au Nigeria, donc ça a été assez formateur. Et j'ai passé après à peu près 27 ans dans l'industrie pétrolière. Et puis à l'aube des 50 ans, j'ai eu un wake-up call où je me suis dit, mais que suis-je en train de faire ? Et là, je suis partie dans le ciment, hein, forcément, puisque après le pétrole. En tant que patronne santé-sécurité, avec l'idée, en me disant c'est assez sympa de se lever le matin pour sauver des vies. Et quand ils ont créé le poste, alors en anglais, je trouve qu'il pète vachement plus, c'est Chief Sustainability and Innovation Officer. Donc j'étais en charge de l'innovation, pour ceux qui ne parleraient pas anglais, de l'innovation, du développement durable, mais aussi de santé-sécurité au niveau du COMEX du groupe. Donc le groupe, c'est Lafarge Holcim, qui maintenant s'appelle Holcim. Et là, je me suis dit, ah ouais, en plus de sauver des vies, maintenant, je vais sauver l'humanité. C'est vachement sympa. Et j'ai quitté Holcim il y a un peu plus d'1 an. Et là, je suis en train de passer vers du conseil d'administration. Je suis au conseil d'administration de Anglo-Américaine. Tout à l'heure, tu as parlé de De Beers. C'est chez moi. Mais je ne savais pas qu'on utilisait les systèmes d'assaut. Et également de plusieurs startups. Je fais du mentoring de startups. Je suis ce qu'on appelle un business angel. Je travaille. Et puis, S4, c'est un truc que j'essaye de lancer qui s'appelle, toujours en anglais, désolé, Secret Society of Sustainability Spies. C'est vraiment l'idée de dire, comme le MI6, est-ce qu'on peut envahir les entreprises de l'intérieur et les changer de l'intérieur. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Jérôme. Bonjour à tous, déjà je suis ravi d'être avec vous. Alors moi je suis le voisin d'en face, je suis le directeur régional de Dalkia, groupe EDF. Alors Dalkia, peut-être pour vous situer, parce qu'on est moins connu que Dassault Systèmes, c'est à peu près 15 000 salariés en France, avec une ambition, on va dire, c'est réduire les émissions de CO2, et on peut le résumer en un chiffre. L'activité de Dalkia en France, c'est 4,5 millions de tonnes de CO2 évitées par an. Et c'est l'équivalent d'1% des émissions de la France. Donc c'est pour ça qu'on travaille. On le fait avec trois outils, on va dire. Le premier, c'est le développement et l'exploitation des réseaux de chauffage urbain. Donc, alors c'est pas d'actualité aujourd'hui, mais ce bâtiment est par exemple chauffé par un réseau de chauffage urbain vertueux. La deuxième activité qui a été mise sur le devant de la scène avec la crise énergétique et la sobriété énergétique, c'est l'efficacité énergétique. Donc on exploite les systèmes de chauffage et de climatisation de nos clients habitat et tertiaires avec garantie de performance énergétique, bien sûr. Et puis la dernière, c'est la production d'utilités industrielles, vapeur, air comprimé ou glacé, pour nos clients industriels en essayant de limiter au maximum les émissions de CO2. Donc moi, je suis ingénieur de formation, alors pas de cette école, de Centrale Paris, mais je suis très content d'être voisin de l'INSA. On a rentré beaucoup d'INSA ces derniers temps, grâce notamment à Lionel, qui est dans la salle, un de mon ancien directeur des opérations pour la région. Et on a à peu près, sur une région comme la mienne qui fait 2000 salariés, 200 ingénieurs, un peu plus, entre 200 et 250 ingénieurs. Donc c'est la raison pour laquelle je suis là, pour un peu témoigner de leur travail au quotidien pour lutter contre le réchauffement climatique et globalement, là, on va dire, essayer au quotidien de préserver l'environnement. Merci beaucoup.
Merci à vous quatre d'avoir accepté de participer au débat que je vais lancer maintenant. Alors, vous avez remarqué déjà que nous sommes une illustration de l'inclusivité du groupe INSA, puisqu'il n'y a pas que des ingénieurs INSA, loin s'en faut, sur cette table ronde. Donc d'abord une première question, quand on a préparé cette table ronde quand même, on a un peu travaillé ensemble, et vous avez tous souligné le rôle important des ingénieurs, le rôle crucial des ingénieurs dans les questions de transition environnementale et de tous les ingénieurs, et non pas simplement d'ingénieurs spécialisés. Et on pourrait peut-être commencer par discuter du sujet suivant, qui est comment les compétences scientifiques et techniques, puisque c'est évidemment le cœur de métier de l'ingénierie, les ingénieurs qui sont dans ces rôles-là peuvent être des acteurs, comment ils peuvent être des acteurs de la transition environnementale au sein des entreprises qui les emploient. On commence peut-être par Jérôme à nouveau sur cette question-là. Oui, alors la transition environnementale, la lutte contre le réchauffement climatique, alors c'est des changements de comportement bien sûr, mais c'est aussi quand même, et aujourd'hui encore avant tout, on va dire, la transformation d'activités indispensables, mais malheureusement polluantes, en activités les moins polluantes possibles. Donc c'est quand même une des actions. Donc ce sont des actions d'ingénierie, des solutions généralement technologiques. Et pour prendre un exemple très très concret, on a en proximité directe d'ici développé un réseau de chauffage urbain sur Issoire. Et en fait, on utilise la chaleur de récupération du process de fonderie de Constellium, donc qui est un fondeur d'aluminium, pour récupérer cette chaleur et l'injecter sur notre réseau. Et à Issoire, pour les 25 prochaines années, ce sont 2600 logements qui seront chauffés avec cette chaleur de récupération et non pas du gaz. Et donc, c'est autant d'émissions de CO2 en moins. Alors, pour réussir à faire des projets comme ça, il faut déjà un ingénieur pour faire les premiers calculs, qui sont des calculs techniques, des calculs économiques, voir si le business model peut voler. Et ça, là, on est vraiment dans le cœur du métier historique de l'ingénieur, le calcul, les mathématiques. Et puis, très rapidement, il va falloir qu'on développe des capacités d'organisation, de synthèse, de planification. Et là, ce sont des ingénieurs orientés travaux qui vont, on va dire, accompagner le projet, accompagner les entreprises qui vont réaliser ce projet, et puis également la collectivité, les usagers futurs. Et là, donc, on est dans le métier de l'organisation, de la planification, de la rationalisation de l'ingénieur. Et puis, un système comme ça, il vit dans le temps, il vit pendant 25 ans. Et là, il faut une autre typologie d'ingénieurs qui vont être ceux qui vont être plus dans la lecture du projet, de lecture contractuelle de long terme, et qui vont être capables d'adapter cette infrastructure, qui est une infrastructure durable, à ce qui va se passer autour. Comment l'industriel va évoluer, comment les clients, les besoins des usagers vont évoluer. Et là, ce sont des ingénieurs plus, on va dire, commerciaux ou en tout cas pluridisciplinaires qui vont intervenir. Et moi, je trouve que quand on traverse comme ça un simple projet, qui est un projet assez classique de Dalkia, on voit que tous les métiers de l'ingénieur sont là, et ce sont tous ces métiers qui vont impacter la capacité de transformation environnementale. Et donc là, on a besoin de toutes ces compétences, et c'est, je pense, un bon exemple de l'usage des compétences de l'ingénieur pour la transition environnementale. Merci beaucoup. Magali, peut-être pour illustrer quelques points complémentaires. Mais en fait, nous les ingénieurs, ce qu'on aime, c'est qu'on nous envoie le problème le plus compliqué possible qui va nous faire réfléchir le plus possible, et c'est là qu'on est bon. Et du coup, quand je suis arrivé, quand j'ai pris le poste de développement durable chez Holcim, on parle quand même du bois qui émettait à l'époque plus de 100 millions de tonnes de CO2 comme ça, donc tout petit challenge. Et alors il y a tous les gros groupes, KPMG, machin, ils sont tous venus me contacter en disant on va vous aider. J'ai dit non, c'est pas de vous dont j'ai besoin, c'est des ingénieurs. Et donc j'ai ramené tout ce qui comptait en innovation, ingénieur procédé, ingénieur produit, ingénieur machin, etc. Et on s'est tous mis ensemble, on a dit voilà, je vous donne 6 mois pour m'écrire une roadmap pour aller à zéro en 2050. Et on l'a fait. Une roadmap 100% technique, 100% technologique, qui n'a strictement... On n'a pas planté un seul arbre pour faire cette roadmap, mais ceci dit, on peut quand même planter des arbres, c'est toujours bien de le faire. Mais purement, comment techniquement on décarbonise le ciment, et on sait faire. C'est compliqué, on ne sait pas mettre à l'échelle tout aujourd'hui, mais du coup c'est bien. Ça veut dire que c'est encore plus de challenge pour tout le monde. Et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que quand on les a mis devant ça, en fait, et qu'on a dit 2050 à zéro, donc on avait fait un grand raout avec une centaine de personnes, machin, et on est sorti. Et le lendemain, c'était un peu gueule de bois. Est-ce qu'on a vraiment dit ça? Est-ce qu'on va y arriver? Donc tout le monde est un peu là, ouh, pas trop sûr. Mais après, on s'y est tous mis, et franchement, ça a été fantastique. Donc, je suis complètement persuadé, et d'où l'idée d'S4, que chaque ingénieur a en lui, ou en elle, aussi en elle, bien sûr, cette faculté de réfléchir comment on passe
d'un produit à une performance, un vente de produit à une vente de performance, comment on décarbonise quelque chose aussi compliqué. Parce que les ciments, ça a l'air simple comme ça, mais c'est assez compliqué à faire. Et j'ai pas le temps là, mais si vous voulez, je vous explique à la pause comment on fait ça et on sait faire très bien. Merci. Samuel, peut-être un petit point là-dessus. On a un peu de temps pour développer. Hein. Alors, en pas longtemps, la compétence fondamentale de l'ingénieur dans tout ça, c'est d'être capable de mesurer des ordres de grandeur. On a besoin à la fois de spécialistes et d'experts sur des sujets. On a un gros sujet sur les ordres de grandeur. Mon associé principal est enseignant-chercheur. Quand il y a un ingénieur, alors c'était pas un INSA, lui a dimensionné un sèche-cheveux à 1200 mégawatts. On s'est dit qu'il y avait un petit sujet. Bon. Donc dans tous ces sujets de climat et d'environnement, on a un méga enjeu au niveau des ingénieurs, c'est de remettre les ordres de grandeur à leur place. Et du coup, l'ingénieur, pour moi, au-delà de son job, a une responsabilité de savoir, d'aller se renseigner sur les ordres de grandeur et de les ramener dans le débat. Aujourd'hui, on a une fâcheuse tendance à confondre des faits et des opinions. Il y a un gars qui s'appelle Nathanael Wallenhorst, qui est un chercheur sur l'Anthropocène, qui en parle très bien. Il y a des choses qui ne sont pas débattables, en fait. Il y a des faits scientifiques démontrés. C'est plus des sujets, en fait. Par contre, après, on peut discuter des solutions. Et l'ingénieur a vraiment, pour moi, une responsabilité hyper importante là-dedans et a toutes les compétences pour le faire. Merci. On a encore un petit peu de temps, donc peut-être Géraldine, quelques points supplémentaires pour illustrer ça ou donner des exemples? Ouais, plutôt très rapide, c'est pour compléter ce que tu viens de dire. En fin de compte, on a toujours besoin d'ingénieurs spécifiques sur des domaines, hein, parce que, comme je dis souvent, le diable se cache dans les détails, donc il faut aller regarder et c'est important. Mais en fait, il ne faut pas essayer systématiquement d'optimiser un maillon de la chaîne, parce qu'on peut l'optimiser, on va être super fiers. Le problème, c'est que quand vous regardez toute la chaîne en entier, en fait, vous pouvez, en ayant optimisé un seul maillon, détériorer l'ensemble de la chaîne. Il ne faut pas oublier tout ce qui est effet de bord, particulièrement dans ce qui touche l'environnement. Et c'est tout ce qui est l'interdépendance. Et moi, je regarde beaucoup sur tout ce qui touche le biomimétisme. Il faut s'inspirer de la nature. Elle est toujours bonne conseillère. D'ailleurs, elle est toujours là et elle sera là après nous. Donc, il faut bien la regarder. Et souvent, c'est ça, c'est dans l'interdépendance, on dépend toujours de quelqu'un qui nous amène quelque chose en tant qu'ingénieur. Et on est toujours donneur de quelque chose qui va arriver par la suite, en aval. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Et la puissance de l'ingénieur, c'est de regarder la chaîne de valeur dans sa globalité, je pense. Merci beaucoup. Alors ça me permet directement, hein, je pense, d'enchaîner sur la question suivante. Donc là, on a focalisé un petit peu sur des dimensions qui nous semblent importantes, hein, qui sont vraiment les activités techniques et scientifiques des ingénieurs. Alors vous savez que dans le groupe INSA, en association d'ailleurs avec les alumni, on observe les carrières évidemment des ingénieurs qu'on diplôme. Et ce dont on se rend compte, et vous le savez tous, et vous en êtes la parfaite illustration, qu'en fait, être ingénieur, et notamment de nos écoles, ça peut mener à des carrières assez variées, y compris directeur d'une école d'ingénieurs d'ailleurs. Et un point que nous avons abordé lors de la préparation, c'était aussi que, et là moi j'y crois assez, que ces ingénieurs qui peuvent se retrouver dans tout un tas de carrières à laquelle l'ingénierie ne les destine pas nécessairement. On a parlé de DRH tout à l'heure, de ressources humaines. Comment les compétences et ce que sont les ingénieurs leur permettent peut-être d'être des meilleurs managers des transitions dans des fonctions qui ne sont pas directement techniques. Et je pense que c'est un point important. Et là, vous avez, je sais, beaucoup d'exemples et d'illustrations à donner. On peut peut-être commencer par Magali sur ce sujet. Moi, j'ai eu la chance en rentrant chez Schlumberger, qui s'appelle SLB maintenant d'ailleurs. C'est une boîte où on fait jamais plus de 2 ans dans un poste, on change de pays tout le temps et on change de fonction tout le temps. Donc j'ai fait tout un tas de fonctions dans lesquelles j'ai débarqué en disant, j'ai cherché dans le dictionnaire ce que voulait dire le mot de la fonction, c'est à peu près ce niveau-là. Mais bon, on sait qu'une fois qu'on aura plongé, on va trouver des flotteurs quelque part et on va y arriver. Et du coup, j'ai fait de la supply chain, j'ai fait du marketing and sales. C'était pas gagné, ça, quand même. J'ai fait du manufacturing, j'ai fait, comme je disais, santé, sécurité. J'ai dirigé à un moment ce qu'on appelait SSO, Shared Services Organization. Donc, j'ai même dirigé le back-office du HR. C'était encore moins gagné. Donc, et en fait, quand on arrive dans un poste de développement durable,
c'est incroyable, toutes ces connaissances. On a vraiment besoin d'être un couteau suisse pour faire ça, parce que c'est l'ensemble de tous ces exemples qui vous le permettent. Et donc, je disais, pour décarboner le ciment, on a beaucoup regardé le côté technique pour savoir comment on a décarboné, mais grosso modo, on perd à peu près 2 à 3% de CO2 par tonne de ciment par an. On ne sait pas beaucoup faire mieux. Ou alors, on ne se donne peut-être pas les moyens de faire mieux, parce que ça voudrait dire investir beaucoup plus de CAPEX pour aller plus vite. Par contre, on travaillait, alors je suis désolé, c'était pas avec l'INSA, c'était avec l'université de Zurich ETH, mais bon, on était en Suisse. Hein. On a travaillé sur, vous savez, les dalles des bâtiments, c'est à peu près 40% du CO2 du bâtiment. Et en fait, on a eu une invention technologique incroyable. On a repris ce que faisaient les Romains. Et si vous regardez comment sont faits, vous savez, alors j'espère qu'il n'y a pas trop de GCU parce qu'ils vont m'attraper ici en me disant « mais tu racontes n'importe quoi ». Alors surtout ne me posez pas de questions techniques s'il vous plaît. Mais on a repris l'idée que si on suit uniquement, on met de la matière uniquement là où il y a les lignes de force et qu'on ne met pas de la matière entre les deux, ça va, c'est bon, je ne dis pas trop de bêtises, ça va tenir. Ça va tenir et en fait on a fait ça et du coup on est capable de faire la même dalle de béton, pardon, la même dalle avec seulement 30% du béton et sans renforcement. Donc 42% des émissions, mais que 30% du béton, je vous laisse faire le calcul, c'est pas mal. Et là, c'est une réduction immédiate. Par contre, si on s'appelle Holcim et qu'on fait ça, ou Lafarge en France, et qu'on fait ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devient concurrent de nos propres clients, puisque d'habitude, on vendait le ciment aux gens qui faisaient la dalle. Ça veut dire qu'on n'intervient plus du tout au même endroit dans la value chain, parce qu'on n'est plus on vend plus une commodité à un acheteur Bouygues, par exemple. Il y a des gens de Bouygues ici. Non, maintenant qu'on travaille sur les gens qui ont designé les bâtiments, et puis de l'autre côté, il va falloir qu'on le vende ce bâtiment, parce qu'il va falloir que les assurances acceptent, même si c'était normé, il va falloir que les assurances acceptent de le faire. Donc c'est une complexité qui n'a rien à voir. Et là, non seulement on touche à l'ADN de la boîte, donc on n'est plus maintenant dans je fais mon truc de technologie et je réduis mes 2-3% par an. On touche l'ADN de la boîte et on touche toute la chaîne de valeur. Et là, c'est là où le fait d'avoir dans sa carrière d'ingénieur touché à tous ces sujets est extrêmement utile. Bon, ceci dit, au final, on ne l'a pas fait. Mon chef a eu peur et il y a une start-up qui est en train d'essayer de le faire. Donc, nous, on ne s'est pas lancé. Merci. Peut-être Géraldine ? Au niveau du parcours, moi, j'ai pas réfléchi, tiens, je vais faire ça, et après, je vais être manager. Ça, encore, on se le dit, je pense, au début. On se dit, tiens, je vais faire partie par ça. Puis après, j'ai pas dit, tiens, je vais aller au service du personnel. Franchement, le service du personnel, on n'aimait pas y aller, en fait. On appelait ça le couloir de la mort, personnellement. Donc, on se dit, non, mais je vais pas aller là. Et effectivement, quand je suis arrivée, on est formé, hein, quand même, ils nous parachutent pas là-dedans. Et il faut savoir que les équipes que j'accompagnais, c'était les équipes d'ingénierie. Ils sont pas fous quand même. Hein. Et donc en fait, vous avez un langage commun. On parle un langage commun. Et au final, quand on peut parler la même langue avec les personnes, on s'auto-enrichit sur les échanges, sur les partages. Et je pense que ça, c'est une force de l'ingénieur de pouvoir regarder, écouter et chercher des solutions. Alors, il faut faire attention aussi de ne pas trop tomber dans la solution, parce que quand vous accompagnez la personne, c'est à lui de trouver la solution. Et en tant qu'ingénieur, j'avais un peu tendance à dire « alors, je te conseille que… » Non, en fait, il faut sortir de ça, mais c'est bien parce que ça vous donne une autre façon de voir les choses et ça vous amène aussi de la… Moi, je suis retournée dans un métier d'ingénieur après. Je ne le faisais plus de la même façon en étant passée par ce parcours-là. Donc je pense que ça devient… C'est plus riche. Et puis l'accompagnement du changement dans la transition, c'est le nerf de la guerre. Après, derrière, j'ai travaillé avec des gens du marketing et des sales. C'est vrai que c'est pas facile. Et là, je leur disais, mais pourquoi tu veux vendre ça? Alors il dit, ah mais c'est génial, machin. Je fais, mais comment tu vas le faire? C'était quand je suis arrivée dans la start-up. Ils m'ont dit, toi, c'est bien, tu vas être responsable des opérations. Donc, ils avaient plein d'idées. Et moi, je devais faire en sorte que ça soit vrai, en fait, que ce soit du concret. Et je pense que l'ingénieur, il est concret et pragmatique. Il y a 2-3 trucs où je leur ai dit, on va voir plus tard. Il ne faut jamais leur dire non, parce qu'ils sont… On va les mettre au frigo, on verra plus tard. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, quand ils m'énervaient beaucoup, je dis, vous savez…
Un ingénieur, il peut toujours devenir commercial. Un commercial, il ne deviendra jamais ingénieur. Donc, c'était ma façon de refermer les portes. Et en fin de compte, mon pragmatisme, j'étais au comité de direction, et puis c'était assez ouvert, hein, quand c'était très horizontal, tout le monde échangeait ouvertement. Et je sais plus, il y a une fois où on était en plein Covid, et je dis, on doit trouver une solution pour travailler sur notre raison d'être. Et là, ils disent, bah non, mais c'est pas possible, là, il y a Covid, on n'a pas le droit de se retrouver. Je fais, par contre, si on doit trouver une solution pour travailler sur le business model, on va trouver tout de suite. Donc on va travailler sur notre raison d'être. Et c'est sorti de façon un peu avec le cœur, en fait. Donc, et à partir de là, quand on est devenu à peu près 40 personnes dans la société, on n'arrivait plus à porter la partie RSE de façon, j'allais dire, spontanée. Et donc, ils ont dit, il faut qu'on mette en place une directrice RSE, enfin un directeur RSE ou directrice, au sein du CODIR. Et là, ils se sont tous retournés vers moi parce qu'en fait, j'osais dire les choses. Et je pense qu'un ingénieur, quand il peut mettre du cœur. Quand il sent que ça ne va pas, il va dire les choses. Donc, j'ai pris ce poste-là. Et je vais être honnête, je ne savais pas ce que voulait dire RSE. Donc, je suis quand même allée faire appel à l'intelligence artificielle pour vérifier que je ne m'embarquais pas dans un... Et chemin faisant, le truc que j'aurais jamais imaginé, on en a parlé pendant la préparation, c'est que là, aujourd'hui, je fais du lobbying. Je fais des affaires publiques. Et si vous saviez ce que je pensais des lobbyistes, au début, j'y suis pas allée. J'ai mis 1 an à le faire. Et en fait, pourquoi un ingénieur peut faire du lobbying? Parce qu'en fait, il amène des faits. C'est quelque chose qui est crédible. Et c'est d'une puissance... Alors, il faut être accompagné, hein, parce qu'il y a des codes. Hein, moi, je me suis fait accompagner. Mais c'est d'une puissance folle. Et je pense qu'on ne le fait pas assez. Le GIEC, le Shift Project, moi je travaille avec Carbone 4, moi je suis pas, j'ai travaillé avec eux. Et en fait, quand vous remontez ça au pouvoir public, et oui, les ingénieurs peuvent faire du lobbying. Moi j'appelle ça du lobbying du pragmatique. Et c'est pour me réconcilier avec moi-même. Mais je pense que c'est important et on peut ouvrir beaucoup de choses en tant qu'ingénieur en fait. Et ce qui nous pilote, enfin moi ce qui me pilote, c'est mon pragmatisme. Merci beaucoup d'avoir illustré ça, je trouve, avec beaucoup de clarté. Et je pense effectivement que c'est un point important de dire que les ingénieurs sont capables de travailler sur des faits, y compris dans les fonctions transversales des entreprises, dans le management, dans les politiques publiques, hein, concernant les équipements technologiques, etc. Comme on a un petit peu de temps, peut-être, je ne sais pas si Jérôme ou Samuel veulent rebondir un peu. Peut-être pour être très concret, si je prends mon comité de direction, on est 8, j'ai 5 ingénieurs, mon ancien DRH était ingénieur, si je prends les 200 ingénieurs de la région, j'en ai, on va dire, une toute petite moitié qui fait du calcul au sens métier brut de l'ingénieur, tel qu'on peut l'imaginer lorsqu'on rentre dans une école, et l'ensemble du reste qui fait du pilotage du projet, pilotage d'équipe, accompagnement des personnes, et après sur des fonctions parfois effectivement encore plus vastes comme la RSE ou l'environnement. Donc oui, il y a une réalité déjà physique, c'est qu'on constate aujourd'hui dans l'entreprise que les ingénieurs occupent toutes les fonctions, et elles le font naturellement au gré de leur carrière, de leur envie, ces différentes personnes. Et moi j'ai une jeune ingénieure INSA qui maintenant a une sacrée carrière chez nous, et qui est beaucoup plus jeune que moi, mais qui est rentrée, elle était passionnée par l'environnement, elle a commencé par la technique, parce que je pense que ça lui permettait d'apporter des solutions techniques et d'assouvir quelque part son engagement politique à travers son métier et son quotidien. Très rapidement, elle s'est mise au commerce pour aller convaincre les clients qu'il fallait développer ces solutions, et puis maintenant elle manage une équipe commerciale. Et son métier, c'est savoir-faire d'ingénieur. En fait, elle les met d'abord au service des projets, et puis très rapidement, elle l'a mis au service de l'accompagnement des gens, et aussi pour convaincre tout simplement qu'il fallait aller de l'avant. Et elle s'épanouit dans cet apport de solutions. Donc, néanmoins, l'ingénieur, lorsqu'il est dans n'importe quel métier, reste ingénieur, reste pragmatique, reste accroché, je pense, à l'esprit des solutions. Non, bon, merci beaucoup, c'est déjà pas mal. Alors vous voyez, hein, là je pense que ça illustre quelque chose auquel on croit beaucoup au niveau du groupe INSA, c'est-à-dire que là, comparé à d'autres catégories d'écoles, hein, je ne dirais pas lesquelles, on a besoin de se décomplexer, pour ceux qui le seraient encore, et vraiment de chercher à investir toutes les fonctions des entreprises, y compris au bénéfice de la transition environnementale.
On va passer peut-être à la troisième question, et là qui s'appuie sur l'enquête à laquelle vous avez bien voulu répondre. Il y a une des questions qui vous a été posée qui a révélé un paradoxe, qui est que, on vous a posé une question sur les marges que vous aviez, et on a corrélé ça aux entreprises, à la taille des entreprises auxquelles vous apparteniez. Et en réalité, 62% des gens qui travaillent dans des TPE ont dit qu'ils avaient beaucoup de marge sur les questions de transition environnementale, pour faire bouger les choses, c'est bien de ça dont il s'agit. Et ce taux était beaucoup plus faible dans les grandes entreprises, puisqu'il était seulement de 30%. Alors, on comprend un petit peu pourquoi, du fait de la taille des structures, mais de notre côté, les grandes entreprises ont en principe plus de moyens pour faire bouger les choses. Et on voulait discuter de cette question-là, et peut-être commencer par Géraldine là-dessus, qui a des choses à nous dire. Bon, la question, je l'ai eue hier, donc je vous remercie. Les gens ont bien bossé, mais ils ont livré un peu tard. Non. La question m'anime, et puis j'ai deux façons de vous la présenter. J'ai la façon officielle corporate, que je vais vous faire, parce que je pense que c'est important. Et après, j'ai la version de Géraldine. Je pense que c'est important d'avoir les deux versions, parce que c'est pas tout à fait pareil. Grand groupe versus grand groupe ETI versus PME, TPE. Je fais les deux. Le grand groupe, en fait, c'est la puissance économique et puissance de rayonnement. Je pense que c'est important. Et les PME et les TPE, c'est quoi? C'est l'agilité, en fait, qu'on y trouve. Pour la transition environnementale, il faut les deux. Après, pour moi, c'est comment on met les deux en parallèle. Pour les grands groupes, des fois, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Dans le groupe Michelin, j'ai parlé du groupe que je connais en particulier, le groupe Michelin est particulièrement engagé. Il est engagé dans la partie environnementale aussi bien au niveau de son produit depuis très longtemps. Le pneu Energy Saver, c'est quoi? C'est consommer moins d'essence pour faire plus de kilomètres. Donc c'est typiquement un produit dans l'environnemental. Le nouveau pneu 2050, je trouve toujours ça trop loin, moi, 2050. Mais c'est long de faire un nouveau pneu qui sera soit en matériaux recyclés ou recyclables, avec moins de matière. Donc ils sont vraiment très engagés aussi sur le développement de nouveaux produits. Ils sont engagés au niveau des usines, du procédé, réduire les consommations d'énergie, la stratégie bas carbone, ils ont déclaré au SBTI. Enfin, il y a des choses qui sont montrées, qui sont vraiment travaillées en interne fortement. Dans la R&D, beaucoup de développement de nouveaux matériaux, et quand on se rend compte que ces nouveaux matériaux développés peuvent servir dans un autre domaine, je pense au niveau du bâtiment, on a développé une colle pour faire du lamellé-collé. Au départ, c'était pour coller des morceaux de caoutchouc, mais en fin de compte, voilà. Donc, ils ouvrent, on crée des startups pour pouvoir regarder. Donc, au niveau des R&D, au niveau des employés, il y a quelque chose en interne qui s'appelle One Planet, pour justement que chaque employé, quand il a une idée, puisse le porter. La culture de l'idée chez Michelin est très très forte depuis pratiquement 200 ans, donc c'est très très fort. Et ils travaillent aussi sur la désartificialisation de leur sol dès qu'ils le peuvent, en fait. Donc il y a beaucoup de choses, et en fin de compte, je me suis dit, et ils travaillent avec leurs parties prenantes, ils travaillent avec leurs fournisseurs. Michelin fait de l'agroforesterie. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, on fait de l'agroforesterie dans nos plantations d'EVA. On accompagne les petits producteurs dans les plantations d'EVA à travailler, à se développer, à pouvoir avoir une autonomie alimentaire, à pouvoir avoir une autonomie économique, ne pas être lié juste à une seule chose, parce que quand il y a une maladie dans les EVA, ils n'ont plus de production, donc ils peuvent se retourner vers du café, du cacao, enfin il y a plein de choses qui peuvent pousser sous les EVA. Et quand j'ai lu votre question, je me suis dit, ouais, mais pourquoi en fait? Pourquoi les grands groupes, on ne voit pas tout ce qu'ils font? Parce qu'il y a cette mise en visibilité qui est risquée. Pour l'avoir fait, vous publiez quelque chose, vous passez plus de temps à répondre à des gens qui vous accusent de greenwashing qu'à faire des efforts pour faire de la partie verte. Donc je pense que les grands groupes font des choses, mais ils fonctionnent en prise de risque. Donc il y a des choses qu'on ne voit pas. Ils testent, et je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont faites en dessous de l'iceberg, et il y a beaucoup de choses plutôt que sur le dessus de l'iceberg. Par contre, effectivement, il y a de l'inertie, parce qu'il faut décider, il faut remonter. On nous parle de responsabilité, alors ça c'est le truc, plus on parle de responsabilité, moins il y en a en fait. Méfiez-vous, plus vous en parlez, moins il y en a. Ça c'est hyper important. Et après, ils doivent multiplier, ils sont multiculturels à l'international. C'est plus difficile en fait à porter, il y a plus de personnes, donc plus de temps. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien.
Quand on passe en PME, TPE, alors moi c'est l'intrapreneuriat. Alors l'entrepreneuriat c'est top hein, parce que c'est vos actionnaires, c'est les groupes dans lesquels vous avez travaillé, donc c'est super intéressant. Et là vous avez de l'agilité. Et là ça fait du bien, surtout quand vous avez travaillé. C'est Géraldine qui parle. Ça vous fait du bien quand vous avez travaillé 25 ans dans une structure un peu plus lourde. Donc là, la prise de risque est autorisée, le test est autorisé. On peut se planter en fait. Parce qu'on n'embarque pas toute la grande société. Enfin, nous, on est 70% Michelin, 30% Crédit Agricole. Toujours bien d'avoir une banque dans ses actionnaires aussi. Donc, c'est plus facile pour travailler sur des choses. Wattea by Michelin, on a développé l'idée sur les freins liés à la transition de la mobilité pour les professionnels. On s'est dit, il y a des véhicules qui existent, ils ne sont pas parfaits, ils n'ont pas une grande autonomie, mais ils existent. Le véhicule parfait, s'il pouvait exister, on le saurait déjà, en fin de compte, je pense. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les freins des clients? Et là, l'ingénieur, chouette, il y a des problèmes, je vais pouvoir faire quelque chose. Et moi, je suis la seule ingénieure au CODIR. Mais c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour lever les freins pour que les clients aillent vers cette nouvelle mobilité? Accompagnement du changement, beaucoup. Et là, on a développé en fait une offre à impact liée sur les freins. C'est pas quelque chose que nous, on s'est dit, tiens, ça c'est la bonne solution, il faut prendre le véhicule électrique. Parce qu'en fait, est-ce que c'est la bonne solution? Alors moi, ça c'est ce que j'ai posé aux commerciaux. Vous êtes sûr que c'est le bon véhicule par rapport à l'usage que votre client a? Donc il faut faire une étude d'usage, parce qu'on est sur de l'économie de fonctionnalité. Là, je les embête quand je fais ça. Vous êtes sur de l'économie de fonctionnalité, donc en fait, le véhicule, il faut rouler combien de temps pour amortir j'allais dire le surcoût environnemental du véhicule entre l'électrique et le thermique. C'est un impact environnemental plus important sur un véhicule à batterie. Vous avez du lithium, il y a plus d'empreintes carbone en fait pour fabriquer un véhicule à batterie. Donc il faut rouler combien de temps? Et moi je ne le savais pas non plus. On va chercher des experts. J'ai travaillé avec Carbone 4 et on a découvert que pour le véhicule utilitaire, petite batterie, grosse consommation, ils sont entre du 10 et 15 litres au 100 en fonction de la façon dont ils roulent, et ben en fait, il faut rouler 8 à 10 000 km. En moins d'un an, pour les professionnels, le véhicule a de l'intérêt. Et ça, il fallait, nous, au niveau du CODIR, en être certains pour pouvoir se dire, en fait, c'est la bonne voie pour y aller, je peux y aller et je peux porter cette idée-là. Et cette agilité de pouvoir tester, etc. Après, la question, c'est est-ce que je peux tester quand je suis dans un grand groupe? Quelle marge de manœuvre on me donne? Et souvent, c'est sortir, c'est traiter l'idée à côté. C'est comme ça que Michelin le fait, en tout cas, pour pouvoir le tester. Après, quand Géraldine parle, elle a dit, quand on passe à la phase de scale-up, le grand groupe revient avec sa frilosité de se dire mais les risques, il faut faire attention parce qu'on a plus d'ampleur. Et c'est ce paradoxe qu'il faut traiter. Il y a vraiment un paradoxe. Mais je pense que le fait de travailler des deux côtés, et les grands groupes et les petites PME, c'est de faire plus travailler ensemble, plus en proximité. C'est ce que nous apprend la CEC. J'ai fait aussi, on va parler, on n'est pas une secte, hein, mais des fois on prononce la même chose. En fait, voilà, un petit peu une secte, ok. Et en fait, j'ai la tête, il faut du cœur. Et quand j'ai la tête et j'ai le cœur, le corps, il se met en action, en fait. Mais il faut vraiment mettre les deux ensemble. Et je pense que là, si on arrive à travailler en proximité, grand groupe, petit groupe, sur un territoire, sur des choses, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites au niveau de l'environnement avec une force importante. Merci Géraldine. Je passe la parole à Samuel sur ce sujet-là. Alors effectivement, la Convention des entreprises pour le climat, hein, c'est pas une secte, mais quand on discute de ces sujets-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui la font. Et je vous encourage à regarder ça, sans faire de publicité, juste regarder. Alors, pour revenir à la question, c'est vrai que structurellement parlant, quand on regarde la structure d'une PME et d'un grand groupe, effectivement, on a généralement plus de moyens dans un grand groupe et des chaînes de décision, par contre, qui sont plus complexes et plus longues. Il n'y a pas de débat là-dessus, donc je ne suis pas totalement surpris sur le sujet. Maintenant, je crois qu'il y a un sujet de culture d'entreprise aussi. On n'en a pas parlé dans la réponse, mais pour le coup, il y a des grandes entreprises. Je vais vous citer un exemple, une entreprise qui s'appelle Gore, vous connaissez peut-être les Gore-Tex.
C'est une entreprise, à partir du moment, et ils sont 10 000, je crois, ou 15 000, un truc comme ça, dès qu'une entité, dès qu'une business unit dépasse 200 personnes, ils la coupent en deux. Et la manière dont ça fonctionne dans l'entreprise, c'est que si quelqu'un a une idée pour un nouveau produit, eh ben, il peut proposer l'idée, et l'idée est validée si, et seulement si, il arrive à convaincre suffisamment de personnes en interne que c'est une bonne idée, et d'assembler une équipe autour. Structure complètement flat. Dans une entreprise comme ça, qui est une grande entreprise, la capacité d'initiative et d'entreprendre, elle est énorme. À comparer, à contrario, il y a des PME dans lesquelles il y a une structure ultra hiérarchique et où il n'y a aucun pouvoir d'action. Donc, je comprends l'aspect structurel. Maintenant, je mettrai il y a un gros sujet sur la culture d'entreprise, et je mettrai peut-être un truc sur la prise d'initiative. Je mettrais plutôt, et j'associerais ça aussi au profil qu'on a dans les différents types d'entreprises. Dans la mesure où un grand groupe, ok, il y a une structure plus compliquée, machin, généralement ça attire aussi des profils qui ont besoin de plus de structure ou envie de plus de confort. Personnellement, j'ai travaillé, donc du coup j'ai passé une grande partie de ma carrière dans un grand groupe, chez Technip, et j'ai pris la direction d'une filiale qui était une PME que le groupe avait rachetée, donc j'ai vu les deux environnements. J'ai passé ma carrière à me créer des espaces d'initiative et de décision. Je ne me suis jamais fait virer pour ça. Donc je pense qu'il y a aussi, et c'est en particulier, je suis désolé, mais pour avoir passé pas mal de temps dans les pays anglo-saxons, c'est aussi un peu français de mettre les gens dans des cases et de leur demander qu'ils y restent. Donc moi, si j'avais un truc à vous dire, créez-vous des espaces d'initiative parce qu'ils existent. Et je me suis jamais fait... Il y a des fois, mes initiatives, on m'a dit oui, non, ok, fine, mais on m'a jamais reproché de proposer des choses. Et ça, il faut en être conscient, et même dans les grands groupes, c'est faisable. Merci. Ça nous amène directement à la question suivante, je pense, qui est aussi pour toi en premier. Dans les drivers en fait, de la transformation ou de l'évolution des entreprises, et c'est issu du questionnaire qui vous a été envoyé, en fait 77% d'entre vous ont répondu que les enjeux environnementaux étaient actuellement bien pris en compte dans leurs entreprises. Mais pourtant, dans les scénarios de transformation de transition privilégiés, c'était la contrainte réglementaire qui était le principal facteur du changement, ce qui nous semblait être une légère contradiction. Et du coup, on s'est dit, tiens, c'est intéressant, il y a un écart entre une forme d'intégration formelle, parce que il faut bien le faire, et puis et par contre de comment on mène la transformation et comment on se transforme substantiellement. Samuel, qu'est-ce que tu vas nous dire là-dessus? Alors, question d'hier soir aussi. Alors, ça dépend si on regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide. Si on le regarde à moitié plein, de manière factuelle, l'Europe est sur sa route, sur ses plans de décarbonation. La France s'en tire pas trop mal. De manière factuelle, on a baissé de 40% nos émissions en 2023 par rapport à 90. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui s'engagent dans la CEC ou autre chose, enfin en tout cas dans des démarches. Et il y a de plus en plus de réglementations, la CSRD en était une, les impositions de bilan carbone en étaient une autre, enfin il y a de plus en plus de cadres, donc ça va dans le bon sens. Et je crois que c'est visible dans certaines entreprises. Ça, c'est pour le verre à moitié plein. Maintenant, si je regarde le verre à moitié vide, on a des émissions de CO2 au niveau global qui continuent à augmenter. Une des raisons pour lesquelles l'Europe a baissé ses émissions de 40%, c'est qu'on les a balancées ailleurs et qu'on a désindustrialisé l'Europe. Il y a une partie qui est liée à ça, je suis désolé, c'est le cas. Quand on regarde de manière factuelle, on a dépassé 6 des 9 limites planétaires, et en 2024, pour la première fois, on a dépassé les plus 1,5 degré. On n'est pas encore, il faut 2 années de suite pour que ce soit validé, mais de manière factuelle, on est encore très loin du compte. Alors bien pris en compte, moi je me suis posé la question, est-ce que ça veut dire qu'il y a un déficit de connaissances du statut, du constat, et je pense que c'est le cas. Je pense qu'il y a une partie de ça. Et après, il y a vraiment des plans dans des entreprises qui sont absolument bien. Est-ce que c'est à la hauteur des enjeux? Je ne connais pas beaucoup d'entreprises
qui ont des plans de transformation à la hauteur des enjeux, que ce soit climatiques et en prenant en compte tous les aspects liés à la biodive &co. On en est très très loin. Après, si je mets ma casquette d'ancien dirigeant, je sais la complexité, les moyens que ça demande, les ressources que ça demande, et c'est un enjeu majeur. C'est extrêmement compliqué. Donc et après, l'écart entre ce qui est affiché et entre les ambitions des boîtes et ce qui est réalisé, pour l'instant, on est dans la partie facile. Généralement, les premières années de décarbe, ça se passe plutôt bien. On prend des certificats d'origine garantie sur les LEC ou sur le &co, sur le gaz. Les premières années, ça se passe bien. La suite va être un peu plus tendue. Donc, si on parle de bien pris en compte dans le sens, est-ce qu'on revoit fondamentalement la manière dont on travaille? Il faut bien avoir en tête, Covid, le monde s'arrête, baisse des consommations fossiles, moins 10%. Pour faire net zéro, il faut diviser par 4. Recyclage, on parle d'économie circulaire, fantastique, ça va révolutionner le monde. Aujourd'hui, on recycle 7% des matériaux. 7%. Et le fait que les ressources soient moins disponibles fait que on a de plus en plus d'alliages et donc on construit des choses de plus en plus compliquées à recycler. Bon exemple, ouais. Ça, c'est super, il y a du papier, sauf qu'à l'intérieur il y a de l'alu et que du coup c'est plus facile, c'est plus compliqué à recycler qu'une bouteille en plastique. Donc il y a plein de fausses, je pense qu'il y a plein de fausses bonnes idées dans les bien pris en compte, et c'est là où encore une fois l'ingénieur a un rôle majeur à jouer pour remettre l'église au milieu du village sur un certain nombre de faits et de réalités pour être capable justement de mesurer le gap. Après on en est où on en est, mais au moins déjà d'établir un constat qui est à la mesure de l'enjeu, quoi. Magali. Alors les INSA, on est tous des pros du rugby. J'étais une chapsette. Il faut un peu éviter le passage de balle quand même. Pas au rugby, dans la sustainabilité, dans le développement durable. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est les entreprises disent, nous, on voudrait bien faire des trucs, mais les clients sont pas... Non, pardon. Mais il faudrait qu'il y ait la législation. Si la législation n'était pas là, on ne pourrait pas le faire. Les gouvernements, ils disent, nous, on fera bien des trucs, mais si on fait des trucs, les gens ne vont pas voter pour nous, donc il faut que les gens fassent. Et les gens, ils disent, nous, on fera bien des trucs, mais il faudrait que les entreprises le fassent. Donc il y a un moment, il faut arrêter ce passage de balle permanent et il faut dire, en fait, il faut qu'on y aille tous ensemble. Et en fait, alors évidemment, quand il y a une législation qui passe, je ne sais pas, quand on était en Suisse, ils ont fait une législation qu'il fallait mettre un certain pourcentage de recyclage dans tous les bâtiments. Et ça nous a amené à faire une innovation d'avoir un ciment qui avait 20% de poudre de ciment recyclée dedans. Et on était les seuls dans le monde à le faire parce qu'on était les seuls qui étaient dans un pays où il y avait ce genre de normes, etc. Donc évidemment, les normes aident énormément et ça fait bouger comme ça. Mais il ne faut pas que ça devienne une excuse pour l'inaction. Et je vais juste donner un exemple très très rapide. Alors, je venais juste d'être nommée directrice du développement durable et on allait aux résultats financiers annuels et si vous connaissez Lafarge et Holcim, c'était un peu compliqué, le mariage des deux, c'était un peu le bordel, donc financièrement c'était pas terrible. Et là ça commençait à aller de mieux en mieux et là vraiment on avait des résultats, waouh. On partait voir les analystes, les investisseurs, là on était des cadors, là on était les rois du monde et les raids. Et on arrive là et on s'est fait laminer par les investisseurs parce que d'un point de vue sustainabilité, on n'avait rien foutu. Donc ça tombait bien, je venais juste d'être nommé, donc ça m'a donné beaucoup de pouvoir. Parce que du coup, mon chef m'a après donné carte blanche. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même d'autres pressions. La législation, oui, bien sûr, c'est une sorte de baguette magique, mais il y a aussi d'autres pressions. Il y a au niveau des clients, au niveau des investisseurs, etc., qui sont aussi très importantes. Et là, on va commencer à avoir un problème de temps, donc j'arrête. Non, ça se passe bien, ça va. On approche de la fin, effectivement, merci beaucoup. Mais il nous reste une dernière question, et qui est peut-être une question un petit peu plus ouverte, et qui nous inspirera, et qui, j'espère, vous inspirera pour la suite de ce symposium. Et c'est une question, évidemment, qui nous agite. Ici, les directeurs d'INSA présents, mais aussi ceux qui ne sont pas présents, c'est quelles compétences devraient avoir, en plus, les ingénieurs, alors telles qu'on les forme, ou quelles compétences ils devraient accepter de potentialiser, d'ouvrir au cours de leur carrière pour être des meilleurs managers de la transition. Alors on a parlé tout à l'heure de l'entrepreneuriat, des compétences entrepreneuriales, mais comme intrapreneuriat pour faire
émerger, hein. Enfin, moi je le dis souvent, ça permet de faire émerger des projets dans des environnements qui ne s'y attendent pas. Et c'est à ça que sert ce genre de compétences. Un autre point qu'on a vu à travers le questionnaire, c'est une forme de zone aveugle, hein, et on l'a vu dans les échanges. Tout à l'heure, Samuel t'a dit ce qu'on a fait, c'est la partie facile de la décarbonation. La partie facile, c'est l'optimisation des moyens de production. On sent qu'il faut faire des changements de business model sur certains sujets. Donc là, j'aimerais vous entendre chacun, brièvement, s'il vous plaît, sur quel type de compétences on aurait intérêt à développer, soit dans la formation initiale, soit au cours de nos carrières, pour être des meilleurs managers des transitions. Qui veut se lancer ? Alors déjà, une note d'optimisme peut-être, parce que moi je trouve que les jeunes ingénieurs qu'on a rentrés là récemment, ils arrivent avec un angle un peu différent et que je trouve extrêmement positif. C'est-à-dire que lorsqu'ils réalisent leurs actions, lorsqu'ils poussent leurs projets, ils regardent assez souvent sous l'angle global quand même, à la fois de l'acceptabilité sociale, environnementale, et pas simplement sous l'angle technique. Voilà. Donc ça c'est quand même positif, ça veut dire si on reparle de culture, en termes de culture en tout cas des jeunes ingénieurs qu'on a rentrés, nous, on les trouve très, très positifs de ce point de vue-là. Et après, est-ce qu'il y a un manque de compétences ? Non. Ça fait toujours du bien d'avoir beaucoup plus de bon sens au quotidien, et les ordres de grandeur aussi sont toujours importants. Et puis quel que soit, et peut-être pour conclure là-dessus, quels que soient les projets, quels que soient les enjeux, à la fin il faut mobiliser des hommes et des femmes. Et là, je pense qu'il faut avoir dans son bagage les basiques de la psychologie individuelle et collective, qu'on appelle brutalement les soft skills. Et c'est peut-être le lieu où il y a un besoin de travail. Alors on les acquiert de plus en plus à travers les travaux en projet au cours de sa scolarité. On les acquiert aussi, je pense, et il faut que ce soit le cas systématiquement, à travers la formation sur les fondamentaux de ces soft skills. Et puis on peut, et là il y a les alumni qui sont présents, on peut les acquérir auprès des collègues ou auprès des alumni, à travers des gens qui ont cette expérience de la matière humaine. Et c'est peut-être le point sur lequel, surtout nous Français, parce que culturellement, nous Français, les soft skills, c'est pas le truc qu'on regarde en premier. Voilà. Très brièvement, des mots-clés. Tout à l'heure, Samuel a dit quelque chose de très important, qui est qu'il faut oser proposer des choses. Dans son speech de départ, le CEO de Holcim a utilisé le mot courageuse à peu près 10 fois en parlant de moi. Donc en gros, je l'avais vraiment fait chier. Mais c'est ça en fait, c'est de repousser les limites, c'est de foncer dedans et surtout d'y aller. Et franchement, vous risquez peut-être de vous faire virer. Mais si vous faire virer, ça veut dire que vous êtes dans la mauvaise boîte, donc finalement c'est une bonne nouvelle. Mais vous allez surtout réussir à changer les choses de l'intérieur. Et ça, faut vraiment, vraiment... Les ingénieurs, on est à la tête de pont du changement climatique, la décarbonisation, la nature, etc. Et il faut y aller, quoi. Il faut juste y aller. De mon côté, en quelques mots, je pense qu'il y a 2 points. Il y aura 2 mots. Arrêtez de chercher la perfection systématique pour tout. Parce que c'est super. En tant qu'ingénieur, en plus, on a son os à rogner, là, on aime bien. Mais je pense qu'il y a certaines choses, il faut savoir renoncer. Et ça, c'est dur pour un ingénieur, je pense. Donc ça s'apprend. C'est pas facile, mais ça s'apprend. Et le deuxième point, pour les ingénieurs, on aime compter. Et aujourd'hui, on compte ce qu'on fait. Et moi, je pense qu'il faut qu'on compte ce qu'on ne va pas faire. Compter ce qu'on ne fait pas pour trouver les coûts évités. Parce que ça, quand on peut amener ces choses-là, on est écouté au-dessus. Pourquoi on est écouté au-dessus ? Parce qu'en fait, on va amener de la valeur à des choses qu'on ne fait pas. Aujourd'hui, c'est ça fait un peu philosophique mon truc, mais c'est quelle valeur je donne à ce que je ne fais pas ? Parce que ce que je ne fais pas, c'est du gain pour la planète. Tout ce qui n'est pas à faire, qui ne doit pas être fait. Donc je pense que travailler sur ce qu'on appelle les gros mots, la matrice de double matérialité, la CSRD, oui, ça a pris du recul, mais c'était ça derrière. C'était avoir des références pour que le bilan financier soit pas juste basé sur risque-opportunité financière, mais qui soit vraiment basé sur ce que moi j'appelle les nouveaux IRO, les impacts positifs et négatifs, les risques et les opportunités. Mais il faut les compter, et je pense que quand on les comptera, on sera écouté, et en tant qu'ingénieur, on sait bien compter, donc il y a une grosse porte ouverte pour nous tous. Samuel. Très rapidement. Oui. 2 compétences techniques, je l'ai déjà dit, ordre de grandeur. Ordre
de grandeur et la capacité à prendre des décisions sans aller 3 chiffres après la virgule. Et là, je mets un spécial kudos à Thomas qui fait partie de l'équipe et qui est un ingénieur fantastique. Humainement, tout à l'heure, Géraldine a dit un truc important, tu bosses avec le shift, machin, co. Il y a un truc que le GIEC, Jean Co, Aurélien Barraud, tous ces gens brillants, Valérie Masson-Delmotte n'arrivent pas à faire, c'est à convaincre et à parler au-delà de la communauté scientifique. Apprenez à vos ingénieurs à convaincre et à présenter des faits, parce que sinon, on se retrouve avec des gens qui font des navettes avec des formes bizarres pour aller sur Mars, ou des gens qui veulent nous vendre des vies dans des yourtes au milieu de la forêt. Et on a besoin d'autres imaginaires au milieu, qui sont un peu sympas, et il en existe. On peut être heureux, le monde de demain décarboné, c'est pas un monde uniquement où on mange du soja en attendant de mourir. Il y a d'autres alternatives, je vous promets. Le dernier truc, si tu me permets, sens critique. Sens critique, hyper important. En particulier, apprenez à vos ingénieurs ce dont ils ont envie et où ils ont envie, à quoi ils ont. On a une seule vie et il faut comprendre à quoi ils veulent dédier leurs heures, parce que c'est jamais meilleur un ingénieur que quand il a envie quand il fait ce qu'il a envie. Voilà, merci. Merci Jérôme. Effectivement, le sens critique, c'est un point important. Alors, on est censé passer à une partie de questions de la salle. Donc, vous avez un QR code que je vous ai affiché il y a quelques minutes. J'espère que vous avez fait. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, si des questions ont été posées, mais moi, sur ma tablette, la seule question qui s'affiche s'appelle « Essai ». Donc, je soupçonne que ce ne soit pas... Il faut que je scrolle. Je recharge la page, c'est ça? Ah ouais, tout de suite, ça va mieux. Voilà. Non, Essai, c'était pas terrible, effectivement. J'étais pas très satisfait. Hein? Moi, je suis ingénieur, mais j'ai mal fini, c'est pour ça. Alors, effectivement, vous avez voté, bravo, et vous avez posé des questions. Donc, la question qui revient en top level, c'est quel débouché dans l'ingénierie de la décroissance? Voilà des questions qui commencent à devenir... Moi, j'en avais en réserve des encore plus clivantes que ça, mais c'est déjà pas mal. Qui y va là-dessus? Géraldine, non? En fait, ça dépend ce qu'on appelle la décroissance. Alors moi, je crois énormément à la décroissance. J'achète énormément moins de vêtements qu'avant, par exemple. Mais restons sérieux, d'un point de vue technique, pour moi, ce que ça veut dire, la décroissance, c'est aussi changer les business models. Donc, je vous ai raconté l'histoire de la dalle. Je vais vous donner un autre exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Philips, il y a une quinzaine d'années, ils ont commencé un nouveau business model où ils vendaient de la lumière au lieu de vendre des ampoules. Et en fait, ça, c'est passionnant parce que ce que ça veut dire, c'est qu'avant, plus ils vendaient d'ampoules, plus ils gagnaient d'argent. Et maintenant, une fois que tu vends de la lumière, tu veux changer tes ampoules le moins souvent possible moins tu en changes, plus tu gagnes d'argent. Et donc là, tu as complètement découplé tes émissions de ton profit. Et ça, c'est super passionnant. Mais surtout, ça veut dire, c'est pas juste un business model, ça veut dire que maintenant, tu as mis toutes tes forces de R&D à faire des ampoules qui durent le plus longtemps possible. Rappelez-vous, les machines à laver de vos grands-mères qui duraient 30 ans, maintenant, elles durent 10 ans. Donc, ce fait, pour moi, ça aussi, c'est de la décroissance. C'est pas forcément de la décroissance de changer notre style de vie, même si je pense réellement que ça, faut le faire aussi. Mais imaginez si on l'appliquait au téléphone. Si enfant, on avait des téléphones qui avaient des batteries qui duraient 5 ou 6 ans. Et le jour où Apple passe sur un business model où ils vendent de la téléphonie au lieu de vendre des téléphones, je pense qu'on aura des batteries qui dureraient vachement plus longtemps que maintenant. Voilà. Merci. Peut-être pour pouvoir traiter plus de questions, j'ai juste en lire une qui est directement liée à celle-là, mais qui n'est pas vraiment une question, qui est une remarque qu'on nous a fait, et je pense qu'on se doit de l'entendre et de le partager. Quelqu'un a écrit « Le mot sobriété n'a pas été prononcé la moindre fois ». Effectivement, et compenser ou déplacer le problème n'est pas une solution environnementale, mais bon, je pense qu'on l'a abordé quand même de manière indirecte sur certains sujets, mais c'est vrai que cette table ronde est aussi le reflet, c'est ce qui est écrit, de d'autres manières d'aborder les problèmes. Voilà, il faut qu'on aille effectivement plus loin. Je pose une question qui est quand même intéressante, qui est aussi la même, qui est la deuxième dans l'ordre des votes. Je n'ai pas rafraîchi depuis plus d'une minute. Greenwashing, n'avez-vous pas l'impression de travailler sur des solutions pour l'environnement, mais qu'au final, elles ne seront pas déployées? Vas-y. Alors moi, je serais bien embêté parce que ça veut dire que le chiffre d'affaires et la marge de ma boîte s'arrêtent, vu que mon métier, c'est de faire des solutions à l'environnement. Donc non, les solutions, elles sont déployées. Et pour rebondir peut-être sur ce qui a été dit tout à l'heure, alors on n'est pas encore à l'étape de « je vends de la téléphonie », mais un très grand fabricant de téléphones a expliqué à son principal fabricant de puces
que si sa puce, elle n'était pas zéro carbone à tel horizon certifié par les bonnes personnes, en fait, il irait acheter sa puce ailleurs parce qu'il avait trouvé quelqu'un qui lui faisait une puce zéro carbone. Donc il y a quand même des choses qui se passent sur cette thématique-là. Et nous, ce qu'on voit, c'est... Alors certes, il y a le poids du réglementaire. Certes, si on regarde aujourd'hui, par exemple, la chimie française, elle est dans la difficulté, mais ça n'empêche pas aujourd'hui nos clients de continuer à réfléchir et à mettre en œuvre des actions pour diminuer leur empreinte carbone, indépendamment presque de la pression qu'ils peuvent avoir de la réglementation ou de leurs propres clients. Donc j'ai quand même une vision assez optimiste de la chose. La limite de tout ça, c'est la finançabilité, on va dire, de ces projets. Mais il y a des acteurs qui sont pourtant dans le dur et qui continuent aujourd'hui d'avancer sur ces thématiques environnementales. Et définitivement, il y a des choses qui sont mises en œuvre de façon très très concrète. Et d'ailleurs, en tout cas, nous, c'est notre activité de le faire. Juste pour réconcilier la question d'avant, sobriété, etc. C'est vrai que moi, je prononce plus sobriété, ça fait peur, en fait. Les gens, ils se disent, non, c'est pas cool, donc je le dis plus. Par contre, moi, je parle d'économie de fonctionnalité. Est-ce que la solution, elle va être déployée ou pas? Est-ce qu'on en a besoin ou pas? Je ne vais pas poser la question si elle doit être déployée, si on est toujours en train de raisonner, en fait, est-ce que je vais pouvoir vendre, etc., faire du volume. C'est le premier business model volumique, c'est celui dont on veut sortir. Posez-vous la question, c'est est-ce qu'il y a une utilité? Est-ce qu'il y a une fonctionnalité? La solution a un coût plus cher. Est-ce que je peux passer avec du service, avec un abonnement mensuel, qui fait en fait que, oui, ça coûte plus cher, mais comme c'est étalé, le risque, c'est pas moi qui le prends, en fait, c'est la personne en face. Celui qui porte la solution, et c'est à lui de m'assurer que ma mobilité va fonctionner, même si j'ai changé de technologie, qui va m'accompagner. Donc moi, la sobriété et le déploiement de solutions, est-ce que ça va marcher ou pas, je pense en fonctionnalité et en usage. Je voulais juste donner un exemple en 2 secondes de déploiement, de déploiement à l'échelle. Donc chez Holcim, on a lancé ce qu'on a appelé un low carbone béton, et c'est un béton qui fait 30% de CO2 en moins que le standard du pays. Donc c'est peut-être pas parfait, mais c'est pas mal. Ça représente 25% des ventes mondiales, le béton et le ciment du groupe. Donc si on déploie ces choses-là à l'échelle tout de suite, c'est pas juste du blabla quand même. Samuel, tu voulais? Non, je voulais remettre le chiffre de parler de sobriété, décroissance, remettre ça en perspective. Si on prend la stratégie nationale bas carbone, ça veut dire diviser par 2 la consommation d'énergie d'ici à 2050. Et on a un mix décarboné. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent qu'on va arriver à décorréler la croissance et le PIB de l'énergie. Quand vous regardez, on n'y est pas encore tout à fait. Donc, est-ce qu'il va falloir de la décroissance et faire des arbitrages? J'aime pas trop le mot décroissance, dans le sens, il va sans doute falloir faire quelque chose. Maintenant, c'est comment on fait la grosse difficulté de ça, c'est comment on fait les arbitrages entre les biens nécessaires, ce qui l'est pas, un co. Typiquement, quand je suis arrivé à la CEC, venant du pétrole, on m'a dit « Toi, tu dois mourir ». Je dis « Ouais, tu fais quoi, toi ?»« Ok, tu fais des cosmétiques, c'est intéressant. » Dans le monde de demain, est-ce qu'on a plus besoin d'énergie ou de cosmétiques? La question peut se poser. Je dis dis surtout pas que l'oil and gas ne doit pas disparaître. Il faut qu'on sorte des fossiles, mais il y a des arbitrages à faire et la question c'est comment on les fait, quoi. Merci à vous 4. Alors, écoute, le temps nous est imparti. Vous voyez que la pression monte. Donc, on a fini. Je suis un petit peu frustré, mais aussi très heureux. Je trouve que les réponses à cette dernière question nous montrent la capacité quand même des ingénieurs que vous êtes à poser toutes les questions et à apporter des réponses de manière factuelle. Alors, dans les commentaires et remarques, j'en signale quand même quelques-uns qui disent qu'on est encore resté un peu théorique, et c'est normal. On a eu 3 quarts d'heure. Moi, j'aurais voulu une table ronde plus longue. Et je voulais peut-être juste, pour ouvrir les réflexions et clore cette table ronde, c'est promis, mentionner quelque chose qui est une question, mais en fait, je vais juste la lire, qui nous signale que beaucoup d'entreprises et de PME notamment hésitent sur la transition face aux coûts qui sont induits. Et une question qui nous est posée à nous tous, c'est comment pouvons-nous accompagner ces PME, soit en encourageant les ingénieurs à y travailler, ou bien, la question nous est posée sous cette forme-là aussi, ou pousser les écoles à accompagner ces entreprises. Voilà.
On ne répond pas à ça, on en parlera pendant les pauses. Merci Voilà. beaucoup à tous et à toutes.